Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence du cycle Product Design du chapitre nantais de l'Interaction Design Association. Interaction Design Association, c'est quoi? C'est une initiative portée par quelques designers locaux pour créer un chapitre dans une grande constellation qui s'appelle l'Interaction Design Association. Première association mondiale des designers du numérique qui revendique 120 000 membres sur toute la planète, basé sur un principe décentralisé très, très fort. Tous les professionnels, tous les designers en activité, tous les gens intéressés par le design qui ont envie de se retrouver sur une ville pour partager des événements, pour partager des informations, pour ouvrir des conversations, des discussions, pour parler de leur réalité professionnelle, peuvent se rassembler et, moyennant un cahier des charges minimal, organiser un minimum d'événements par an, on peut se revendiquer de l'Interaction Design Association. L'association extrêmement puissante, extrêmement diffuse, qui témoigne de l'importance du numérique dans le design, mais aussi extrêmement grassroots, extrêmement orientée vers je dirais, ce qui se passe concrètement au quotidien pour les designers dans les entreprises, dans les studios, dans les agences, pour les indépendants, etc. Je suis Frédéric Degouzon, moi je travaille par ailleurs à l'école de design Nantes-Atlantique où j'ai œuvré longtemps sur la mise en œuvre des formations numériques. Nous manque ici ce soir, mais je le vois dans la salle d'attente, il suffit de le libérer, Antonio qui est le président du chapitre local, Antonio Fidalgo, qui est aujourd'hui chez OnePoint, et est avec moi Renaud Gouja, qui est également UX designer, qui est l'initiateur de ce cycle Product Design. Et puis Maxime, on te laissera la parole tout de suite après pour présenter ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, et puis comment tu es arrivé là, et puis partager toute ton expérience autour de ce qui se passe chez IBP en particulier, de façon très pratique et très, très approfondie. Voilà, Renaud, c'est à toi. Yes, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être présent à cette conférence IXDA Nantes. Donc effectivement, ce soir, c'est la 5e conférence autour du métier de product designer. Donc c'est un sujet qui nous intéresse de près, qui nous passionne parce que c'est un métier récent et c'est un métier qui nécessite de s'adapter aux nouveaux enjeux des entreprises. Le product designer est un profil généraliste qui fait le lien entre l'esthétique et le technique. Et c'est aussi un stratège qui conçoit ses produits en ayant toujours en tête les objectifs commerciaux de son entreprise, de son client et les contraintes budgétaires. Le product designer est amené à intervenir sur une très très large variété de sujets, donc les parcours utilisateurs, l'univers visuel de la marque, l'organisation et l'animation d'ateliers. La liste est très longue. Donc justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est en tout cas ce qu'on a pu voir, c'est que le champ d'action du product designer est très changeant en fonction du contexte où il travaille. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment un product designer travaille dans un grand groupe, aujourd'hui un grand groupe comme Informatique et Banque Populaire, mais aussi au sein d'une start-up, chez l'annonceur ou en freelance. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maxime Frère, qui est lead designer chez Informatique Banque Populaire, donc il a eu l'occasion de travailler pour Pierre Fabre Group. Il a eu l'occasion aussi d'être lead UX chez Capgemini. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, de ses perspectives au sein de Informatique Banque Populaire. Je te laisse la parole, Maxime, c'est à toi. Bonjour à tous, merci de venir et d'écouter ce que j'ai à dire. Alors cette présentation, en fait, je vais essayer de vous donner des éléments concrets, de vous parler d'un peu tout ce que je vis depuis moi, depuis mon intégration au sein d'Informatique Banque Populaire. Donc je vais essayer de vous donner ces enseignements. On va aussi rentrer un petit peu dans le concret, notamment au travers Tigma, qui est devenu un peu notre centre de notre univers de design, et même plus, puisqu'on implique beaucoup les parties prenantes, puisqu'on est en mode produit, donc avec des équipes agiles, avec des PO, des PM, des chefs de projet, des développeurs, des tech leads et des architectes. Donc, c'est vraiment notre centre névralgique. Et puis ensuite, j'essaierai de vous montrer un petit peu les facteurs clés qui ont amené à avoir nos premiers succès. Et puis, je partagerai dans un dernier temps un petit peu la roadmap, des éléments de notre roadmap pour vous montrer qu'effectivement, ce qu'on a réalisé au sein d'IBP, c'est une partie de l'implémentation et de l'industrialisation et qui a encore beaucoup de défis qu'on va souhaiter réaliser et tacler et ça prend quand même du temps et des ressources.
Donc voilà, hein, sur le sommaire, donc je vais me présenter super rapidement, hein. L'idée, c'est pas de passer 2 heures sur moi, mais juste que vous puissiez comprendre un tout petit peu les expériences et mon profil, le contexte dans lequel je suis arrivé, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu un contexte qui est assez propice à toutes les actions que j'ai pu mener au sein d'IBP, et ça aussi, ça fait une différence. Les axes stratégiques, hein, du coup, qui vont répondre à la demande qui a été faite par la direction générale, et puis le focus sur Figma, comme je vous ai dit, ces facteurs clés, puis ensuite partager, peut-être échanger sur les prochains défis et comment on les perçoit et comment on souhaite aussi les aborder. Donc très rapidement à propos de moi, donc je suis lead UX designer. Donc moi je m'occupe de vraiment de 2 parties, le cadrage et le pilotage de toutes les activités design et aussi de tout ce qui est industrialisation et implémentation du design au sein de tous les produits et les projets. Donc il y a sur 3 axes qui me définissent, j'ai une expérience variée. Donc moi je passais d'abord par la startup, j'étais dans les grands groupes comme on l'a évoqué tout à l'heure, j'étais passé des ESN donc chez Capgemini au Creative Studio. Je suis passé chez Frog Design aussi en tant que senior experience designer, qui était ma dernière expérience avant de venir chez Informatiquement Populaire. Donc, j'ai pu travailler pas mal sur l'international, donc que ce soit à Casablanca, à Milan, à Londres ou bien à Madrid et un peu partout en France. Et puis, comme je dis, stratégie to delivery, j'ai quand même travaillé sur des sujets qui pouvaient être des petits produits digitaux à forte valeur ajoutée, des MVP qu'on testait dans des startups ou des entreprises, jusqu'à des stratégies de transformation sur 5 ans. Et puis, sur tout support et tout techno, on a vraiment fait de la borne interactive, de la télé interactive, de la progressive web app, et puis tout ce qui est classique, native, web app, etc. Donc, voilà une diversité de sujets et de projets et de contenus avec des startups, avec des grands groupes, de l'industriel, des sujets comme le generative design, voilà, pas mal l'IoT aussi. Donc, voilà, quand même quelque chose d'assez large. La finance, c'était le seul secteur que j'avais pas fait. Donc, c'était plutôt intéressant d'intégrer Informatiquement Populaire. Et puis, quand je dis leader et maker, effectivement, c'est que même si j'ai fait pas mal de pilotage équipe pluridisciplinaire, je m'implique très, très fortement dans le delivery. Faut avoir pour moi voilà, les mains dans le cambouis, comme on dit chez moi, parce que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment apercevoir la réalité des équipes, la réalité du terrain et aussi la réalité de ce qu'on implémente et l'impact que peut avoir les stratégies qu'on peut définir euh, au niveau de mon leadership. Donc le contexte quand même dans lequel je suis arrivé, c'était une entité IBP en pleine transformation et puis une culture qui est propice au design parce que effectivement il y avait déjà un premier travail de fond qui avait été fait notamment par ma manager Sophie et puis d'autres personnes aussi au sein d'IBP qui ont vraiment perçu l'intérêt du design dans les produits et services digitaux et qui ont commencé aussi à évangéliser énormément, à pousser toutes les différentes techniques, les différentes méthodologies, les idées. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous a permis aussi, moi, d'arriver dans un contexte qui était assez favorable. Puis, il y a eu des premières expériences réussies, c'est-à-dire qu'il y a des projets et des produits qui ont commencé à, du coup, embaucher des designers sur différents sujets, des designers externes, mais en tout cas des designers qui ont apporté des premières briques et des premiers éléments sur lesquels on a pu construire des succès. Et ça aussi, c'est des choses qui m'ont permis voilà, d'arriver avec ce terrain un peu fertile. Le troisième point, c'est la volonté qui est soutenue par la direction générale. Alors ça, c'était, pour être tout à fait transparent avec vous, une des conditions qui a fait que je suis parti de chez Frog pour rejoindre IBP. C'était dans tous les projets de transformation qu'on a vus, si on n'a pas un vrai soutien de la part de la direction générale, en général, on arrive rarement ou à réaliser tout ce que l'on souhaite et à déployer sa propre roadmap. On est souvent bloqué après dans des jeux politiques. Donc ça a été vraiment un élément fort. Et puis, management, qui est acteur et support de la discipline, je le dis encore, ma manager, elle me supporte dans toutes les actions, elle est très moteur, elle pousse énormément à ce qu'on se challenge et qu'on bouscule les idées reçues. Donc, du coup, et le cinquième point, c'est des personnes clés aussi qui poussent notre discipline à un niveau stratégique, c'est-à-dire des product managers ou des PM qui sont passés sur des directions de programme et qui prennent l'intérêt stratégique du design et qui vont prendre des profils et des agences qui sont spécialisées dans la création de ces visions-là. Et ce qui fait que on arrive à toucher aussi toutes les couches de la stratégie vraiment d'entreprise et de transformation jusqu'au plus petit produit ou projet. Donc ça fait vraiment aussi une différence. Donc voilà, je suis quand même arrivé, faut le savoir, sur un terrain qui est assez propice à faire tout ça.
Et donc là, quand je suis arrivé la deuxième semaine, je suis monté à Paris auprès du conseil de direction générale. Donc j'avais un peu la pression pour pouvoir me présenter et puis déjà poser un peu une première vision de ce que je souhaitais faire, hein. J'avais déjà pré-mâché le travail, on m'avait déjà envoyé pas mal de documents que j'avais analysés et puis j'avais un peu regardé ce qui se passait. Et puis vraiment la volonté de Serge Matré qui nous a dit, voilà, ce mot cranter le design au sein de toute informatique banque populaire, de chaque produit et de chaque projet. Son ambition, c'était pas uniquement d'apporter des méthodologies, c'était vraiment et des designers sur les sujets, c'était vraiment de faire de cette discipline un des piliers finalement de la conception et du déploiement de nos produits. Donc voilà, ça m'a aussi un petit peu donné le ton et vous voyez que là, on est aussi dans un support et un soutien, même s'il y a une attente forte derrière qui est aussi forte et qui nous permet d'avoir une voix qui porte dans les décisions et puis dans les réunions où on peut être invité. Et franchement, ça fait une réelle différence. Donc du coup, là, à partir de ça, moi, je définis des axes stratégiques pour déployer le design à l'échelle et l'industrialiser. Donc là, je vous présente en fait les quatre grands axes. Le premier, c'est l'organisation et la gouvernance. La deuxième, c'est la culture de design et la formation. Ensuite, un élément indispensable, c'est l'accompagnement des produits, des projets. Ça, c'est voilà, si vous voulez vraiment faire monter en compétence les gens et puis vraiment créer des process et une organisation qui tient la route, c'est quand vous êtes au cœur des sujets. Et puis ensuite, tout un pan qui concerne les outils, les méthodes dans lesquels on va aussi aller un peu plus en profondeur. Donc voilà, l'organisation et la gouvernance, la première chose qu'on a fait, c'est favoriser la communication et puis définir une position sur des axes stratégiques entre différentes entités. Il faut savoir que IBP appartient au groupe BPCE, qui a plusieurs entités de design. Donc il y a Natixis, il y a ITCE, il y a la 89C3 côté BPCE et puis il y a IBP. Donc, du coup, on s'est organisé en chapitres, donc avec des synchronisations hebdomadaires et bi-hebdo. On a des templates, on a des différents axes qu'on s'est définis sur lesquels on travaille tous ensemble et puis on essaie de prendre des décisions communes et d'avoir des positions fortes à travers le groupe parce que on a beaucoup de sujets qui sont imbriqués les uns au travers les autres et c'est ce qui nous permet aussi soit de aussi se répartir un peu le travail, c'est-à-dire qu'il y a des sujets vraiment transverses. On va essayer de voir qui peut se répartir les différentes choses pour optimiser nos efforts parce qu'on a beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, voilà, de se dire qu'on parle d'une seule voix sur des sujets qui peuvent être dimensionnants et structurants. On a mis en place aussi un mode de travail cross-entité sur les différents sujets. Avec la montée du design dans nos différentes entités, il y a pas mal de sujets comme l'évolution du design système qui s'applique maintenant à des périmètres qui sont beaucoup plus larges que celui auquel il était actuellement dédié. Et donc là, voilà, on travaille tous ensemble pour le travailler. Puis on a mis en place ce process de mise à jour aussi de design system où on a un comité et on révise les demandes et puis on essaie de structurer ça. Et ça nous permet quand même finalement d'avoir une vue tous plus ou moins sur ce qui se passe. Et ça, je pense, c'est les plus importants, c'est échanger, communiquer, avoir une vue. Ça permet aussi de créer des synergies assez fortes et ça permet aux gens de parler entre eux, d'éviter de refaire plusieurs fois les choses. Ensuite, du coup, organiser et structurer les interactions entre designers et avec les parties prenantes des produits. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait, c'est aussi classifier les différents produits ou projets. C'est-à-dire que chez moi, il y a tout ce qui est projet POC. Ensuite, il y a tout ce qui est cadrage stratégique. Et ensuite, un build and run. Donc, du coup, sur l'époque, on va plutôt privilégier tel ou tel type de compétences. C'est-à-dire que quand on va chercher des prestataires externes ou quand on va chercher des compétences en interne, on va aller plutôt sur des motion designers, on va avoir une plus grande liberté. Ça va nous permettre aussi d'explorer des champs de possibles sur des composants. On leur laisse un petit peu faire ce qu'ils veulent pour pouvoir déjà se projeter et puis faire évoluer et puis sortir un petit peu aussi des choses que nous, on fait et on réalise en interne. Ensuite, on a tout ce qui est cadrage, où là, on fait intervenir des gens et plutôt des équipes. On se fait pas mal accompagner par des gens qui ont des profils qui sont plutôt stratégistes, qui amènent un vrai savoir-faire en termes de communication avec le business et de solutions qui sont vraiment dimensionnantes sur la vision des produits. Et puis après, le Build and Run, voilà, comme vous connaissez plutôt tout le monde. Et ensuite, il y a tout ce qui est procédure d'accompagnement des produits. Donc là, on a mis en place aussi comment on récolte le besoin, comment on le qualifie, comment on fait en sorte de sélectionner les bons profils en fonction des nomenclatures. On essaie d'être transparent et on a tout listé, je vous montrerai, sur un outil
qui permet aux gens du coup de l'envoyer et qu'ils sachent à peu près toutes les étapes, comment ça va se passer, la durée de chaque rendez-vous avec nous, avec nos équipes, et puis de la qualification du besoin jusqu'au finalement à la fin de la mission ou du delivery du produit. Après, la troisième chose, c'est construire des rituels clairs avec les designers. Donc ça, voilà, c'est qu'est-ce qu'on y fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Nous, actuellement, on a un plein recrutement, donc j'ai pas une équipe de designers dédiée en interne, donc j'ai beaucoup de prestataires externes, donc ce qui complique aussi la relation qu'on peut avoir avec eux, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie directe. Ils ont déjà leur propre hiérarchie en termes de produits. Ensuite, ils ont leur hiérarchie chez eux dans leurs agences. Donc voilà, il faut vraiment construire ces rituels. Ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est l'intérêt, pourquoi on le fait. Ça ira un petit peu avec la culture que je vais voir après. Et puis à définir les process pour les étapes engageantes pour IBP. Donc voilà, quand on crée un update des librairies, quand on fait des librairies qui ont un impact sur plusieurs produits, quand on est sur des sujets de vision et de cadrage stratégique, ben voilà, il y a un process qu'on essaie de faire respecter pour être sûr qu'on passe par des étapes de validation et on fait en sorte aussi, ces étapes-là, elles ne sont pas là pour taper sur les gens. L'idée, c'est vraiment de voir si il y a des choses qui n'ont pas été déjà faites, si on va dans la bonne direction, si on apporte aussi cette vision qui est un peu plus stratégique et haut niveau pour permettre à toutes les équipes d'être dans la bonne direction et éviter finalement de faire des dispersions comme il y a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, donc, sur le deuxième axe, qui est la culture et la formation. Alors, la première action qu'on a fait, c'est supporter les services de formation et communauté. Donc, vous voyez, vous allez voir, il y a pas mal de parties prenantes chez nous. Il faut s'appuyer aussi sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout faire. Il y a des gens qui font les choses et ils le font bien. C'est le cœur de métier. Et il faut aller aussi les rencontrer et savoir comment on peut collaborer et comment on peut s'entraider. Nous, on les aide à la création, à la sélection de la formation et de leur contenu. Donc, on essaie de valider les acteurs, on essaie de valider les contenus, on essaie de voir comment on peut le réutiliser et à quelle échelle. Est-ce qu'on peut le rendre transverse? Donc, tout ça, on est coordonné sous quel format? Est-ce que c'est des formations à distance? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est des e-learning? Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles on travaille et en fonction aussi des priorités qu'on voit sur les projets. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est copywriting ou X-writing, c'est des priorités et ça, c'est des choses sur lesquelles on va mener des actions parce qu'on sait que sur le terrain, c'est quelque chose qui est très important et très impactant. Surtout nous, on a beaucoup d'obligations légales et de choses à expliquer auprès de l'utilisateur. Donc, s'adresser correctement à lui, c'est vraiment un enjeu chez nous. Ensuite, on a intervenir auprès des communautés d'experts, donc les PO, les devs, aussi Power BI. Alors, ce n'est pas toujours l'outil ou les solutions qui nous plaisent en tant que designer, mais au moins intervenir dans ces communautés-là, ça permet aussi de changer son langage, changer son discours et s'adapter à ces personnes-là. Donc, par exemple, un PO, typiquement aussi, on va travailler sur des formats PO. Il s'en fout en fait de savoir si vous allez utiliser des interviews, si vous allez utiliser des questionnaires, si vous allez in situ, etc. Lui, ce qu'il veut savoir, ou un product manager, c'est savoir quelle est la valeur à embaucher un designer dans ses équipes. Donc, plutôt parler de trouver les bonnes fonctionnalités et définir le bon MVP, accélérer le time to market, la capacité qu'on a à pouvoir itérer, la capacité qu'on a aussi à mesurer et à augmenter la satisfaction des utilisateurs. Et quand on arrive à parler ce langage-là, en fait, on fait aussi adhérer, on commence à créer une culture et un intérêt en tout cas auprès de notre discipline. Et après, c'est dans les projets qu'on leur remonte l'intérêt et que souvent, au fur et à mesure, ils s'intéressent et ils nous accompagnent aussi. Et c'est là où on travaille sur des synergies PO designer. Et puis les devs, c'est pareil. Les développeurs, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà limiter tous les pain points qu'ils peuvent avoir avec les designers. Donc, on a commencé à faire des checklists. On parle de différentes choses qui les concernent et de leur propre sujet pour essayer de réduire le fossé qu'il peut y avoir entre eux. Et puis, un troisième, c'est travailler sur des formats complémentaires ou supportant une stratégie de formation parce qu'on ne peut pas former tout le monde. Il n'y a pas le budget toujours Nous, on est extrêmement nombreux dans notre entité. Et donc, ça permet aussi de se dire comment je peux appuyer ça. Je vais faire des formations, je vais faire des ateliers et qui sont en complémentarité avec les parcours. Donc, voilà, ça aussi, il faut vraiment s'illustrer dans la stratégie de l'entreprise et il faut faire en sorte de travailler main dans la main avec tous ces services-là. Sinon, en fait, vous allez vous épuiser travailler pour rien. En plus, vous fâchez avec des gens qui ont parfois plus de compétences que vous pour réaliser finalement la transformation en termes de culture et de formation que vous souhaitez faire. Et puis, il y a évangéliser et convaincre les différentes parties prenantes. Donc là, c'est créer aussi des espaces et des supports dédiés. Donc, comme je le disais, en s'adaptant à leur propre langage et aux objectifs. Donc là,
quand on suscite cet intérêt-là, quand on essaie de montrer qu'on apporte à la stratégie, qu'on est capable aussi d'accélérer les itérations, le delivery, et qu'on est capable aussi de parler et de se comprendre avec des développeurs, c'est là en fait qu'ils commencent à vous prendre au sérieux et c'est là aussi qu'ils s'intéressent à vous. Et donc, l'intérêt, c'est pas de se dire je suis designer et le design, c'est un des piliers de la création de produits, donc ils doivent s'intéresser à moi, c'est plutôt susciter l'intérêt chez eux. Et eux, après, ils viendront vers vous. C'est là que vous ferez passer les messages. Donc, vraiment, créer des points et des moments de collaboration, ça, on le verra aussi c'est à travers les outils. Figma nous a beaucoup, beaucoup aidé dans cette optique-là. Et puis, c'est aussi prendre du temps, aller les voir tout simplement. Hein. Je j'ai pas de solution magique et c'est des choses qui peuvent paraître bateau, mais voilà, faire des ateliers avec eux. Quels sont les pain points qu'on a constatés sur les projets? Qu'est-ce qui vous manque au moment du delivery? Qu'est-ce que en phase de recherche, on peut vous communiquer comme élément? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez une vraie vision de pourquoi vous faites la feature? À quel besoin vous répondez? Pour qui vous concevez? Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de peines qui peut être finalement taclé super rapidement, ne serait-ce qu'en prenant compte justement de leurs paroles et de leur réalité, leur quotidien. Et puis après, là, c'est peut-être plus spécifique à moi, mon univers et mon entité, c'est le sentiment d'appartenance avec les designers, c'est que vu qu'on a beaucoup de prestataires externes, du coup, je vous ai évoqué les difficultés qu'on a là. Et donc, pour leur faire comprendre qu'il y a un intérêt dans l'industrialisation qu'on porte et dans l'implémentation à l'échelle, d'avoir vraiment l'entreprise, hein, c'est là, on se met vraiment au service de l'entreprise, on ne se met plus au service d'un produit, on va venir se mettre des process, des contraintes, des rituels spécifiques, créer des synergies pour le service de l'entreprise, pour l'accélérer et pour atteindre ces objectifs-là. Donc, vraiment être transparent avec la stratégie des intentions. Donc, bon, il faut faire attention à pas non plus tout révéler, hein, c'est pas le but, mais voilà, quand on a une roadmap, ce qu'on souhaite faire, pourquoi on souhaite le faire et qu'est-ce que ça apporte, ça, c'est vrai qu'être transparent et parler avec eux et communiquer là-dessus, ça rend les choses beaucoup plus aisées. Les rendre acteurs de l'industrialisation, alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend souvent. Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est extrêmement difficile de déléguer. J'ai l'impression que je peux faire tout plus rapidement que les autres, sauf que on se rend compte qu'en ressources, on est vite limité. Il y a beaucoup de sujets à tacler. Et puis aussi, cette approche de tout vouloir contrôler, ça marche pas forcément et ça va pas avec cette approche de vraiment le terrain qui fait remonter les différents éléments. Donc ça, c'est rendre acteurs ces gens-là de l'industrialisation, en leur confiant des pans, en leur confiant voilà, des responsabilités sur certains process, sur des templates, sur des choses comme ça, ça aussi participe à cet esprit et à cette envie de faire évoluer et progresser. Alors tout le monde y trouve un intérêt, hein, c'est-à-dire que nous, on y trouve un intérêt. Eux aussi, ça les challenge, ça les pousse à aller plus loin dans leur méthodologie, dans leur technique, dans leur process de delivery. Donc finalement, tout le monde y est gagnant. Mais c'est pas forcément évident à mettre en place dès le départ. Après, il y a créer des moments pour favoriser les synergies ou les forcer, parce que là aussi c'est pareil. En fait, on a la chance quand on est designer d'être finalement, enfin en tout cas chez nous, d'être vraiment à la base maintenant de tous les cadrages et donc de toutes les conceptions. Et donc c'est plutôt nous qui avons une vue d'ensemble de ce qui se fait et qui permet aussi de créer des liens et des synergies entre les différents projets. Donc quand on voit qu'il y a des choses et des composants ou des éléments qu'on pourrait utiliser, vous verrez sur Figma, on a mis en place tout un système qui nous permet de savoir s'il est déjà développé, où est-ce qu'on peut aller le récupérer, et puis on essaie de mettre en contact les projets pour qu'on puisse créer ces synergies-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est super indispensable parce que sinon, on perd du temps. Voilà, redesigner un composant qui est complexe alors qu'il a déjà été utilisé, validé par toutes les instances sur un projet et qui correspond aussi, bien évidemment, à quasi à 100% de ce que l'autre sujet souhaite implémenter, voilà, on va éviter de le refaire, hein. Et alors, en design, ça paraît plus facile parce que voilà, on peut très facilement, quelqu'un qui maîtrise assez bien les outils pour créer ce composant facilement, mais en développement, plus c'est complexe, plus on a intérêt aussi à mutualiser. Et donc ça, faut le faire. Et si ça se fait pas, faut vraiment le forcer. Il faut vraiment créer ces moments et ces discussions et pousser les gens à le faire. Et puis ensuite, les valoriser, les supporter dans la communauté, les projets, ça, je pense que c'est du basique de management, hein. C'est faire en sorte, voilà, les gens qui participent et qui créent, il faut qu'ils puissent en discuter, le présenter devant d'autres projets, devant d'autres sujets, voire des comités de direction. Donc voilà, oui, une question peut-être? Non. Non.
Voilà. Et puis ensuite, bon, ben, sur l'accompagnement des sujets des projets, je ne vais avoir qu'une slide là-dessus, mais j'ai travaillé sur les sujets à plus fort impact. Alors, ça peut vraiment. Moi, j'ai créé une matrice. C'est assez simple, hein. Vous prenez un axe, vous dites c'est quoi l'intérêt stratégique pour l'entreprise, et puis ensuite, vous faites un deuxième axe, quelle est finalement l'appétence que peuvent avoir ces projets pour implémenter des méthodologies de design. Et donc, du coup, en fonction de ces sujets-là, vous aussi déterminez vos stratégies et vous déterminez là où vous allez intervenir et de quelle manière. L'idée aussi, ça c'est là où vous pouvez avoir le plus fort impact aussi, et c'est là où vous gagnez en visibilité, et c'est là où ça a le plus d'intérêt aussi pour l'entreprise. C'est pas toujours les plus évidents, mais au moins, ça vous permet d'être au cœur des sujets, de montrer que votre discipline, elle fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Après, il faut aussi trouver des sujets où on peut s'éclater, tester, réussir et même échouer, hein. Franchement, l'échec, ça fait vraiment partie aussi des choses que l'on fait. Alors, on essaie de réduire l'échec à un petit périmètre. Je pense que c'est la clé de succès, c'est d'éviter de se planter sur des gros périmètres, c'est de prendre des petites choses et puis de tester un peu partout, de répartir. Mais voilà, il y a des sujets, ça fait aussi du bien de pouvoir aller plus loin, pousser les choses parce que vous avez des équipes de dev qui sont super douées et qui disent quasiment oui à tout, sur lesquels vous allez pouvoir tester des premières choses. Et puis, ces premiers succès-là, qui vont avoir aussi de l'impact en termes d'interaction, de visuel, de démonstration, ça permet aussi d'aller susciter l'intérêt vers d'autres personnes, des projets qui sont plus stratégiques. Donc ça vous libère à vous, ça libère vos équipes, et puis ça permet aussi de faire des petits. Et ça marche vraiment très bien. Et puis, prendre aussi des projets qui vont vous apporter des alliés, hein. Ça, je suis tout à fait transparent. Il y a des moments, il y a des sujets, c'est pas toujours forcément, ça rentre pas dans votre batterie. Ce n'est pas des sujets aussi où vous allez vous éclater. Par contre, c'est des gens, c'est aussi rendre le service, travailler avec eux. Et puis, c'est des gens qui ensuite penseront à vous quand il y aura des sujets qui seront intéressants, des sujets stratégiques ou des sujets où vous avez toute votre place d'exprimer voilà, vos compétences et vos méthodologies. Et donc ensuite, sur les outils et les méthodes, alors ça, un travail qui a été fait, le premier travail, c'est d'intégrer les designers et le design dans l'environnement du groupe. Alors, ça, on le verra, on ne peut pas gagner tous les combats. C'est sûr qu'on préfère utiliser des Slack par rapport à des Teams. On a envie d'utiliser des pitchs à la place des PowerPoint. Voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais ça, ce n'est pas la réalité des entreprises. Donc, si vous voulez avoir finalement que les entreprises s'intéressent à vos outils, à une vraie stack qui est nécessaire pour votre travail, il faut aussi faire l'effort de votre côté. Donc, nous, on a des problématiques de sécurité qui sont ultra fortes. Donc, en fait, si on n'avait pas déjà rien que des Macs industrialisés, on n'accédait pas aux Confluence, au Jira. Donc, comment travailler en Agile sans accéder aux user stories et aux outils qu'utilisent toutes les pizza teams? Bon, mais voilà, c'est tout simplement, c'est impossible. Donc, c'était un des premiers combats. Le deuxième, ensuite, c'est de mettre à disposition tous les outils, parce qu'on a un centre de gestion de logiciels chez nous, donc c'est validé par la sécurité, etc. Donc là, on a vraiment fait en sorte de mettre tous les outils Principal, Flinto, Figma, j'en passe et d'autres, Zeppelin, etc., qui permettent, voilà, on donne les accès grâce au Mac et puis on donne les outils aussi pour bosser. Donc ça, on a fait tout un travail de maintenance, de mise à jour automatique, d'intégration de ces outils-là pour permettre à quelqu'un de travailler réellement. Parce qu'une fois qu'on a des Macs industrialisés, chez nous, c'est assez compliqué. On ne peut pas installer ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc du coup, ça, c'est aussi un travail. Ça peut paraître rien du tout, mais vraiment, ça peut être une peine quand vos designers ne peuvent pas bosser correctement et ça met vraiment une mauvaise ambiance et une mauvaise relation avec tout le monde, quoi. Et puis, on a intégré, alors chez nous, c'est Teams, c'est SharePoint dans nos modes de fonctionnement. C'est pas le plus idéal. Par contre, ça fonctionne bien. Et puis, il y a des moments, il faut savoir se dire, SharePoint, on le verra, on peut le hacker un petit peu. Il y a des choses quand même qu'ils ont pas mal améliorées. Et puis, on essaie de l'utiliser alors à bon escient, donc plutôt dans les objectifs de communication auprès d'autres personnes. Et puis tout ce qui est design, on le verra, on met vraiment natiquement, on met tout vraiment dans un seul outil pour éviter de se disperser. Et puis ensuite, voilà, l'autre axe, c'est de déployer des méthodes, des process et des outils adaptés. Donc ça, c'est déploiement de Figma à l'échelle. On va y revenir. C'est vraiment... alors, je pense qu'il y a la pandémie qui a vachement aidé, où effectivement, on ne se voit plus. On est vraiment, nous, on a une condition, c'est qu'on était pas mal en télétravail à 100%, voire
un seul jour sur site. Et puis, de toute façon, on a une culture, on a plusieurs sites et on a beaucoup d'équipes qui se retrouvent avec un PO qui est à Paris, des équipes de dev qui sont à Nantes, et puis un archi qui est à Toulouse, et puis un designer qui peut être à Dijon. Donc, finalement, on a déjà aussi cette culture-là de la distance. Et donc, Figma, ça a été un vrai apport, mais on verra un petit peu pourquoi on l'a poussé au sein d'IBP et c'est un produit qui va être amené, je pense, à se déployer aussi dans toute l'entreprise. La mise à disposition d'assets et de toolkits, ça aussi, ça prend vachement de temps, mais je vous montrerai, on ne fait pas tout. Il y a des choses aussi qu'on prend, qu'on s'inspire, qu'on remixe. Et puis, la création de référentiels et templates, alors ça, c'est aussi super important parce que, voilà, il y a, même si, alors c'est toujours la difficulté qu'on a, c'est de trouver le mix entre ce que j'aime, ce qu'on peut imposer, et puis la liberté du designer, finalement, de faire aussi et d'avoir un peu de ce côté créatif et puis d'adapter finalement ces choses-là. Donc, ça, c'est assez difficile, mais il y a quand même des bases communes qu'on essaie d'implémenter sur la vision du design, la vision de méthodologie de recherche utilisateur. Voilà, chez nous, une recherche utilisateur, ça démarre par un kick-off meeting, on définit les objectifs de la recherche avec les gens. Ensuite, on fait le protocole, la sélection des gens. On a toute une base qui nous permet aussi d'avoir accès à des collaborateurs de manière ultra qualifiée qui ont levé l'anonymat. Ensuite, on fait des notes terrain à chaque fois qu'on fait une interview. Ensuite, on fait toute une phase de brainstorming, une synthèse avec les équipes pour créer la synthèse et les insights, les opportunités. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'on essaie d'avoir assez carré. Ça permet aussi à tout le monde de se repérer, hein, finalement, sur chaque projet, de savoir, même si dans la réalité, ben, il y a des moments où le projet il a un timing super serré, il y a des types de livrables qu'on ne va pas faire. Mais au moins, un cadre, ça permet déjà à tout le monde de savoir à quoi s'attendre. Et puis ça aussi, chez nous, ça permet de donner de la visibilité sur nos activités parce que vraiment, les designers, avant, c'était quand même, et toujours parfois, c'est perçu comme des gens qui pondent de la maquette. Et donc là, ils se rendent compte qu'il y a quand même tout un processus qui est en amont et avant de pouvoir concevoir et de prototyper. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie des combats que l'on mène à faire accepter ça. Et donc ça fait ces référentiels, ces templates, ça aide. On est transparent, c'est-à-dire qu'on les a sur Figma, mais on les a aussi sur le SharePoint. Et on essaie aussi c'est un outil de communication, d'évangélisation sur ces sujets. Donc on essaie de détailler, de se mettre au niveau des gens qui ne sont pas designers pour au moins leur donner les clés de lecture. Et puis nous, dans notre environnement, c'est qu'on a des prestataires externes, donc ça permet aussi d'évaluer le travail de ces prestataires. Donc, on sait aussi que ben, sur une phase de recherche, si on a la moitié des livrables, on va chercher à comprendre pourquoi. Si dans ces livrables, on a la moitié des insights et des opportunités qui sont mises, ben, ça permet aussi aux gens d'aller les challenger et de permettre d'aller tirer le meilleur de ces prestations-là. Donc là, je vais vous faire un petit, on est dans les timings, un focus sur Figma. Là, on va rentrer un peu dans le cœur de ce qu'on a mis en place, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sous Figma. Donc, juste un petit rappel pourquoi on a poussé Figma. Alors, c'est vrai que j'avais fait une petite provocation sur LinkedIn qui avait amené pas mal de débats. L'idée, c'est pas de savoir si Figma fait mieux que Sketch en termes de SVG ou en termes de création de composants, etc., même si on sait tous qu'il le fait mieux. Là, l'idée, c'était vraiment l'aspect collaboratif entre les designers. Là, on avait une grosse difficulté, c'est-à-dire qu'en gros, déjà, le fait d'être Sketch, Mac, ça crée déjà des silos. Et en plus, l'aspect collaboratif, l'aspect travailler à plusieurs sur les sujets, l'aspect aussi transparence, hein, parce que le collaboratif, c'est pas qu'entre designers, c'est avec aussi les PO, les devs, les inclure en amont. Hein, ça permet aussi au cœur des réflexions et non pas après, une fois qu'on a les maquettes. Et ça a été aussi un grand enjeu d'utiliser cet outil. Avoir une vue d'ensemble sur les sujets et développer les synergies, ben, ça se fait aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je vois tous les projets, je vois tous les sujets, je vois les états d'avancement. Alors après, certains peuvent prendre ça comme du flicage. Franchement, très honnêtement, on n'a pas le temps de fliquer. On n'a pas le temps de regarder. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment ça avance, comment on peut aider et comment on peut créer des synergies. J'ai jamais vu des gens qui prenaient 1 heure ou 2 heures à aller derrière la personne et regarder ce qu'il fait pour savoir s'il a avancé ou pas. Moi, je suis pas dans cette optique-là, mais vraiment, par contre, ça, on le verra à travers les librairies qui créent, à travers les documentations, etc. Ça nous permet de suite de dire, tiens, ça me fait penser à un sujet, il l'a déjà fait, le composant est déjà prêt, il est factorisé Figma, réutilise-le. Et en plus, met en relation les devs, comme ça, ils pourront peut-être voir s'il n'est pas déjà développé, qui c'est qui le développe et se répartir peut-être une sorte de charge de travail. Et optimiser le workflow aussi des designers et des développeurs. Franchement, Sketch, InVision, Zeppelin, etc. C'était vraiment un stack super lourd. Donc voilà,
qui n'était pas forcément permissif, qui ne permettait pas d'intégrer aussi dès les phases en amont de conception. Et donc, du coup, Figma, l'avantage, c'est que ça enlève tout ça grâce à ses capacités de prototypage, le handoff qui est assez fort, qui est assez poussé. Et puis, je pense qu'il y a la logique d'auto-layout qui est super importante. J'espère qu'ils vont le développer encore plus et qu'ils vont plus se rapprocher d'un Webflow ou d'un framework qui permet aussi déjà de faire réfléchir les designers comme des développeurs et d'uniformiser un peu le langage. Je me suis retrouvé grâce à ces nouvelles fonctionnalités à avoir des échanges avec des devs qui étaient beaucoup plus qualitatifs et sur des aspects voilà, qui étaient vraiment entre la limite entre design et code. Et puis, il y a une autre chose qui est chez nous, c'est d'être souverain de nos fichiers et faciliter l'industrialisation. La souveraineté des fichiers, c'est quelque chose qui est aussi super important, alors que ce soit en termes de sécurité ou puis voilà, en termes de ce qui peut être fait par d'autres designers, au moins on sait que quand ils ont fini leur mission, on a tous les éléments, on ne va pas aller chercher à récupérer la dernière version, s'assurer que ce soit bien la dernière version, etc. Ou se prendre 4, 5, 6, 7 fichiers pour voir qu'est-ce qui s'est passé précédemment, on récupère un design, là on a tout, c'est historisé, c'est versionné, tout est fait, donc ça permet vraiment d'être plus efficace. Donc là, je vais vous faire un petit focus chez nous sur Figma. Donc voilà, Figma, comment on est organisé. Alors ça aussi, pour l'instant, on est en POC, donc on est en train d'industrialiser et de passer à l'échelle avec Figma. Donc là, on est sur une licence plutôt pro. On n'est pas encore en organisation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe ici que vous voyez sur la gauche. Et puis ensuite, chaque projet, donc je vous montrerai, je vous enverrai le lien si vous ne l'avez pas déjà vu. On a notre manière de travailler. Chaque projet vient nous dire, voilà, je vais démarrer. Donc nous, on fait un kick-off, on fait l'estimation, on fait voilà, tout ce qui est quel designer, quelles compétences, etc. Et puis une fois qu'on a fait ça, on crée le projet. Donc le projet, ensuite, il va démarrer avec un ensemble de fichiers de base. Alors ces fichiers ne sont pas euh, exhaustifs, c'est-à-dire qu'après, vous verrez qu'on a des templates et des thumbnails qui permettent de repérer des fichiers autres ou des fichiers proto qui sont un peu hors et qui répondent à des besoins. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de donner des enablers, donner des référentiels, c'est-à-dire que tous les développeurs, ils vont dans le design spec, ils savent que dans le design spec, c'est la source de vérité, même les designers, les PO, voilà, c'est là où on va chercher ce qu'on est sûr qui est ready to delivery. Et puis ensuite, dans War Room, c'est là où on va avoir l'exploration, c'est là où aussi on essaie d'aller beaucoup plus loin que dans le maquettage, c'est-à-dire que dans War Room, on essaie aussi de mettre toutes les phases finalement de conception. Donc, on met les premières expériences maps, on met des whiteboards et des blackboards avec des post-it. On a pas mal de toolkits que je vais vous présenter. Et ça permet aussi d'avoir un historique de projet. Donc, c'est War Room que j'avais l'habitude de faire, notamment chez Frog, où on a un projet et puis on se met dans une pièce et on met tous les éléments, les insights, la collecte, les inputs, tout ce qu'on fait dans les différentes phases. On essaie de le recréer aussi dans ces environnements digitaux, les design reviews, et puis après, des fichiers. Nous, on a un enjeu aussi sur les favicons, c'est-à-dire de pouvoir repérer par rapport au navigateur aux différents onglets. Donc, on a un fichier qu'on a un petit peu industrialisé, et puis les noms de projets. Donc là, vous voyez, on a les projets. Les projets qui ont des gros parcours, en fait, ils ont une espèce de divider. On trique un petit peu avec Figma et ça nous permet d'avoir tous les différents parcours au sein de ça. Puis ensuite, on a les librairies design system, les librairies opérateurs qui sont plutôt les entités, les librairies qui sont par projet. Donc, les librairies projets, ça nous permet de savoir sur chacun des sujets, de voir en fait quels sont les composants qui ont été faits. Et puis ensuite, on renvoie, on essaie de le documenter et de renvoyer vers les repositories, que ce soit Angular, React ou Vanilla, si jamais ça existe. C'est une source de vérité. Parce que voilà, l'idée, c'est que si ce n'est pas intégré au design system Neo, que c'est uniquement sur les projets, pour l'instant, ça n'a peut-être qu'une seule vocation à être uniquement sur un sujet, mais potentiellement, plus tard, c'est un composant qui pourrait être utilisé. Donc, on essaie aussi de tout avoir dans Figma. Donc là, par exemple, sur les fichiers de démarrage projet, vous voyez, on a comment utiliser le fichier. Donc là, typiquement, on fait tout ce qui est assurance qualité. Donc, on fait toutes les présentations là-dessus. Ça nous permet en fait, d'avoir une page, un prototype et donc, du coup, une présentation qu'on envoie aux développeurs et donc, du coup, qui est toujours interactif, qui est toujours en ligne et qui leur évite d'avoir des PDF ou des PowerPoint qui se perdent et qui sont parfois mal organisés. Donc là aussi, ça nous permet, nous aussi, en tant que designer, de voir toutes les phases de recettes et de pouvoir reprendre toute l'historique des recettes avec un projet. Donc là, on montre comment ça fonctionne, hein, donc comment nous, on le crée. Hein, je zoome un petit peu. Les premières recettes, le partage de la recette, comment on le fait, et puis surtout le pattern de lecture de Figma, c'est-à-dire comment en fait il gère, parce qu'au début on avait commencé à faire des liens avec de prototypes, mais dès qu'on crée
une nouvelle page ou autre, c'était une horreur à maintenir. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que Figma a un pattern de lecture des frames, quel que soit le nommage que vous lui attribuez. En fait, c'est une espèce de Z, hein, ça va de gauche à droite et puis de haut en bas. Donc, ça nous permet d'organiser et de faire ces présentations et ces sujets. Voilà, donc ça, on essaie aussi de hacker un petit peu le Figma. C'est super bien fait. Il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes et ça nous permet notamment de créer des présentations de QA où là, on va montrer. Donc, on a ces sujets. Donc, voilà, chaque finalement fichier a aussi du coup ses propres templates et ses propres finalement composants. Donc là, voilà, dans une war room, j'ai déjà mes post-it qui sont déjà prêts. J'ai un Kanban qui est customisable et personnalisable en fonction des gens qui vont intervenir sur le sujet pour pouvoir le gérer si on le veut. On a une tracklist aussi. On a pas mal de une task tracker qui nous permet de savoir en fonction d'un écran ou d'un parcours ou d'une expérience map, de savoir la liste des tâches et de savoir qui c'est qui l'a fait et savoir si c'est validé ou pas en fonction des différentes reviews. Voilà, on essaie vraiment d'avoir soit des composants qui sont spécifiques au fichier parce qu'on ne peut pas l'industrialiser, soit par exemple nous, ce qu'on a fait sur les thumbnails, ce sont finalement des librairies qu'on a fait. Donc, du coup, si jamais je dois changer la forme du thumbnail de War Room pour quelque raison que ce soit, en fait, je le change dans ma librairie DesignOps et ça s'implémente sur tous les projets. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une cohérence et on essaie au maximum de faire ça. Ensuite, du coup, on a aussi toute une rubrique de templates. Donc, les templates, en fait, c'est toutes les activités qu'on peut faire au niveau du design. On les a mis ici. Donc, notre manière de travailler dans Figma, les design concepts, les notes terrain, les stimuli, les process composants. Alors, comment ça se passe, par exemple, une note terrain? Une note terrain, vous avez toujours en fait accès à sa fiche pratique. Donc, on verra après comment on a mis sur SharePoint. Donc, la fiche pratique sur SharePoint, je vous le rappelle, l'idée, c'est de pouvoir communiquer aussi sur ces éléments auprès d'autres personnes. Donc, tout ce qu'a besoin le designer en termes de template, donc la template là, de notre terrain, c'est voilà, on fait une interview à distance ou sur le terrain. Et puis ensuite, on remonte les insights clés pour faire participer les gens qui n'ont pas forcément été dans la recherche. Et ça permet, avant même de la synthèse, qu'ils puissent avoir des citations clés, des éléments clés et comprendre un petit peu les différents éléments, se les approprier. Donc voilà, vous avez le template et puis ensuite, vous avez les exemples qu'on a créés sur les projets ou d'autres sujets, là, je ne peux pas vous montrer, mais voilà, qui sont stratégiques. Mais voilà, on peut vraiment voir comment ils ont utilisé ça. Donc voilà, des templates, des exemples, des fiches. Donc dans les fiches, par exemple, si je vais dans la design review, donc j'ai tous les templates, les règles d'or, comment je crée une design review dans Figma, qui c'est que j'invite, etc. Et puis ensuite, j'ai ma fiche où j'ai la définition. Donc là, c'est pareil, hein. Je peux accéder, quand je clique, voilà, je reviens dans le fichier Figma qui lui me renvoie aussi vers la fiche SharePoint. Et donc dans SharePoint, voilà, j'ai tout quand utiliser Design Review, comment je fais le setup, les exemples de mails d'invitation que je peux envoyer, le déroulé, les règles et bonnes pratiques de la Design Review, des posters pour pouvoir les afficher ou les mettre dans ces Design Review qui sont aussi directement dans vos templates que vous utilisez. Et puis en plus, aussi les warnings qui sont aussi un peu de la pratique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toute la documentation qu'on essaie de faire, on l'a fait sur du support interactif, enfin en tout cas digital, qui nous permet de mettre à jour au fur et à mesure. Il n'y a rien de pire qu'une documentation. J'ai vraiment plus aucune présentation ou plus aucun PowerPoint. Tout est fait sous Figma ou sous SharePoint. Ça permet vraiment de modifier. Vous voyez notre SharePoint qui nous sert de montrer quels sont nos axes du X à l'échelle et sur quoi on travaille, nos différentes méthodologies. Comment est l'accompagnement projet? Du coup, un projet ou un produit qui a besoin d'accompagnement, il a tout un descriptif qui lui permet de savoir quoi faire, quand, comment, les différentes étapes. La collaboration entre designers et développeurs, on crée des checklists, on essaie de sensibiliser les designers aux devs et on essaie aussi de créer des ponts. Les meet en UX, voilà, c'est un petit peu les clichés que j'entends au fur et à mesure des réunions et des projets. J'essaie aussi de les démentir. Et donc, du coup, je me montre voilà, à travers des études, la règle des 3 clics, voilà, ce genre de choses. L'esthétique n'a aucune chose, etc. Donc, tout ça, c'est fait. Alors, effectivement, je vois tout ce qui est test utilisateur, atelier d'idéation, oui, c'est fait. On n'a pas tout mis. Mais si je vais dans mes templates, typiquement, si je vais sur tout ce qui est analyse de la recherche, donc là, on a vraiment la fiche pratique de l'analyse et puis vous avez déjà un board déjà prêt avec du coup les différents post-it avec les observations qui se transforment en thématiques, les insights et puis vous avez le descriptif de comment
en appareil et toujours la fiche qui vous permet aussi de l'appréhender. Donc tout ça, ben, pareil, c'est tous ces éléments, ce sont des symboles qui appartiennent à une librairie, DesignOps ou des toolkits qui nous permettent de faire ces éléments-là. Et puis les toolkits, voilà, ben, par exemple, on en a deux. Alors, est-ce que celui-là va perdurer avec FigJam et sa montée? Pour l'instant, oui, parce que ça nous permet de sélectionner quand même beaucoup plus de phases de Wireflow et non pas uniquement des user flow. Et puis un kit de collaboration qu'on a ici et qui, bon, vous voyez, tous ils ont un peu la même structure, hein, une cover, un changelog pour savoir ce qui a été rajouté, modifié, et puis là, un descriptif avec les variantes qui nous permet de faire des silent critiques. Là, les différentes cartes que vous avez vues sur les sujets pour montrer, renvoyer sur les SharePoint, les Jira, les fichiers Figma, Notion, Miro, etc. Des post-it qui nous permettent aussi directement dans Figma de faire nos ateliers et de poser nos idées. Tout ce qui est un petit peu redlines qui peuvent être utiles parfois quand Figma ne comble pas toutes les problématiques de documentation, enfin, les sujets de documentation. Et puis, même pour des ateliers, voilà, on a des choses qui nous permettent de créer des votes voilà, qui sont un peu interactifs entre designers. Et ça, on est en train plutôt d'exploiter côté FigJam, de voir comment on peut aider les utilisateurs à s'appréhender finalement des choses sans passer par l'interface qui est celle des designers. Oui, Donc voilà, ouais. Oui, pardon. tu peux monter. Ok. Je ne sais pas qui donc voilà un petit peu comment on s'est organisé voilà, sur les favicon. Ce qu'on essaie de faire, la puissance de Figma, c'est que ça nous permet de travailler vraiment à l'échelle. Donc quand on est sur l'espace de création, voilà, typiquement sur les problématiques, vous prenez un sujet chez nous, vous le mettez dans la couleur que vous sélectionnez. Donc il y a un ensemble de règles que je vais vous passer, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, on le passe en couleur. Ensuite, les différents éléments, on les retravaille. Quand on les a retravaillés, on les prend, on les implémente dans notre fichier ici. On a l'aperçu ici et ensuite, on peut voir l'impact que ça a sur les navigateurs avec tous les fichiers qui s'exportent. Donc, voilà un petit peu aussi tout ce qu'on essaie de faire. Moi, j'essaie de templétiser au maximum les choses, d'utiliser toute la puissance de Figma pour pouvoir faire ce genre de choses qui nous permet d'aller à l'échelle et d'aller encore plus vite. Et puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de vraiment partir. Voilà, j'ai un sujet, j'ai un projet, j'ai un designer qui fait typiquement de la recherche utilisateur. À partir de ce moment-là, je lui dis, OK, si tu fais ça, on travaille ensemble, on travaille à le templétiser, à l'industrialiser. Donc voilà, et une fois qu'il a réalisé, c'est aussi parce qu'on ne peut pas tout faire, vraiment. Enfin, il y a déjà, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans les questions, mais il y a beaucoup de choses qu'on a industrialisées, qu'on a fait, on ne peut pas tout faire. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est aussi avec ces projets-là. À chaque fois qu'il y a une opportunité d'une activité de design, on essaie de les accompagner et on essaie de voir comment en fait on peut mettre à l'échelle ce qu'ils ont fait. Et puis dès que c'est concluant, testé et validé, du coup, on met tout en ressources et puis ensuite on l'industrialise, on les met dans les templates de départ avec les fiches qui sont associées, justement nos enseignements sur est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, un point de vigilance, etc. Et donc tout ça, voilà, c'est cette optique toujours de prendre les éléments du terrain et de les faire remonter à un certain niveau qui va bénéficier à tout le monde. Après, du coup, pour conclure, voilà, je vérifie, mais je suis dans les temps. Partage avec vous quelques facteurs clés de succès qui ont fait qu'on a réussi à déployer des choses et réussir pas mal de nos enjeux, de nos défis. Donc, le travail, l'engagement et l'intensité, alors, j'invente rien, mais vraiment, j'insiste, tout ce genre de transformation, d'industrialisation, ça se fait pas sans effort. Faut le faire, faut faire, refaire, défaire. Moi, je me souviens de tous les projets qui avaient des thumbnails que j'avais pas industrialisés, que j'avais pas mis en mode librairie. Et donc, du coup, quand j'avais changé un truc, il a fallu que je change sur 72 thumbnails de projet. Il a fallu que je les ouvre un par un et que je les refasse tous pour intégrer mon truc. Ouais, c'est pénible, mais il faut le faire. Et en fait, quand je dis il y a des heures à passer sur les choses que les autres ne veulent pas, il ne faut pas reporter aussi ces décisions et ces erreurs que vous faites sur les designers. Ce n'est pas à eux d'aller modifier leurs fichiers. Vous n'avez pas réfléchi à ça, mais vous passez des heures, parfois des soirées entières, à refaire la bêtise que vous avez fait. Mais en tout cas aussi, ça permet de montrer que l'industrialisation, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste des choses que vous imposez et qu'eux ils vont devoir modifier au fur et à mesure. C'est de montrer aussi que quand vous avez fait des erreurs,
c'est à vous de le faire. Ouais, par exemple, quand on a voulu déployer Figma à l'échelle, en 3 jours, il a fallu que je migre tout le design system sous Sketch sous Figma, qui venait de sortir aussi tout ce qui était l'auto-layout. Donc, il a fallu en 3 jours, je passais nuit et jour à fond pour pouvoir le faire et pour que tous les projets et tous les designers puissent déjà bosser sous Figma avec un design system qui est déjà factorisé et qui contient déjà les variantes, les auto-layouts qui fonctionnent en responsive, etc. Et donc, du coup, ça n'a pas été 100% de réussite parce qu'après, on a fait quand même, du coup, les gens ont mis des commentaires pour améliorer tel ou tel composant qu'ils utilisaient, mais ça a permis sur des projets en moins d'une semaine d'être super opérationnel et efficace avec un outil. Donc ça, pareil, c'est vachement de travail, c'est vachement d'engagement, mais ça fait partie, je pense, dans toute transformation d'une entreprise, c'est obligatoire, c'est un passage forcé. Ça, le sérieux, le professionnalisme et l'expertise, je n'arrête pas de le répéter. Et alors, c'est peut-être que ma vision en moi, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Voilà, tout ce qui est petites illustrations mignonnes, les choses un peu, les icebreakers un peu rigolos, etc. Moi, je suis vraiment pas fan et je pousse pas du tout ça. Pourquoi? Parce que déjà qu'on a de la peine à nous, à professionnaliser, à changer l'image qu'on a du design et de notre process et de faire comprendre l'ensemble de notre process et pas que des maquettes. Si en plus on commence à faire des petites illustrations sous forme de dessins mignons, etc., on en arrive à perdre en crédibilité. Et donc moi, je considère que chaque livrable qu'on fait, même intermédiaire, ça doit être, il faut imaginer qu'il peut être imprimé et qu'il peut être mis dans une salle de réunion, qu'il peut être mis dans un couloir, qu'il peut être dans un bureau. Et souvent aussi, ce qui se passe, c'est que votre livrable, il est envoyé partout. Donc ça aussi, dès que vous perdez une crédibilité, après, c'est extrêmement dur de la regagner. Donc la rigueur sur le travail et les méthodes, ça c'est pareil. La design research, vous voulez que les gens investissent du temps et de l'argent sur ces phases-là, montrez aussi que vous avez de la valeur, exposez vos réflexions et vos pistes et vos idées de manière tangible. Ça aussi, il faut savoir les communiquer parce que les gens, ils ne se mettent pas à votre hauteur et c'est à vous de vous mettre à leur hauteur et leur apporter vraiment de la valeur et puis leur montrer comment vous réfléchissez. Ça, c'est super important de les faire participer. J'ai beaucoup de gens qui m'opposent en disant ouais, mais nous, machin, ils vont venir nous embêter, ils vont nous mettre des trucs, etc. Non, c'est pas vrai. Les gens, en général, ils vous écoutent quand vous faites preuve de sérieux, de professionnalisme, ils vous écoutent, ils essaient d'apporter des choses, ils disent pas toujours les bonnes réflexions, mais en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui freine, j'ai plutôt vu des gens qui étaient enclins à essayer de vous accompagner, de vous aider et de vous apporter de la valeur. L'industrialisation, ça remplace pas la compétence. Alors ça c'est vrai. Franchement, alors il y a des process qui sont un peu indispensables, mais on crée aussi des process quand personne ne veut plus entendre ou comprendre. Il y a parfois, en fait, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qu'on a ralenties en termes de time to market et de delivery parce qu'en fait, les gens faisaient n'importe quoi. Et en gros, quand tu as des gens compétents, des gens qui sont sérieux et des gens qui réfléchissent bien, qui sont bien câblés et qui ont bien compris et la vision que tu portes, ça permet de limiter en fait ces process, ces validations, etc. Sauf que plus on grossit, plus il y a de sujets, plus il y a de gens qui interfèrent, c'est là où on met un peu ces process et on se retrouve à ralentir un peu ça. Donc vraiment, je pense que ça, c'est un enseignement. C'est pas parce que vous allez faire un design system, par exemple, que vous allez pallier à toutes les erreurs que les projets font sur les produits digitaux. Il faut quand même des designers sur les sujets, il faut quand même appliquer les bonnes choses, il faut quand même avoir des gens compétents. Ça passe pour les designers, c'est la même chose aussi pour les développeurs, les PO. Mais bon, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse là, et mon périmètre, c'est le design. Et ça, vraiment, je l'ai appris sur toutes mes expériences, c'est que la compétence, voilà, vous ne pourrez pas y pallier, c'est en industrialisant. L'industrialisation, ça peut être un enabler, ça peut être vraiment quelque chose qui guide, mais si vous voulez créer des expériences exceptionnelles, ça ne se fait pas à travers uniquement vos process, vos outils, c'est vraiment avec les gens avec qui vous bossez et que vous mettez sur les sujets. Cessez de travailler en silo et intégrer partie prenante aux étapes du process, ça je vous l'ai dit, je ne vais pas repasser des heures dessus, mais ça, vous voulez que les gens vous comprennent, vous voulez que les gens voient le sérieux de vos méthodologies, de votre travail, de vos réflexions, vous les prenez, vous les embarquez. Ça, c'est tout bête, mais Figma, ça nous permet aussi de le faire. Le fait de digitaliser ces war rooms, le fait de faire ces notes terrain, le fait de faire ces ateliers de co-construction avec eux dès les premières phases du process, et j'intègre bien les archis, les tech leads, les PO, les PM, excusez-moi. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que si vous avez peur qu'ils prennent votre place, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer ou prouver autour de votre valeur et des apports que vous faites. En général, quand vous êtes sérieux, professionnel, que vous avez un process bien carré,
bah, les gens, ils se rendent compte de votre valeur, ils se rendent compte que c'est un vrai métier, ils se rendent compte que ça ne peut pas être remplacé et qu'ils ne peuvent pas le faire. Encore une fois, attention, c'est un peu une provocation, donc le prenez pas, enfin, moi, c'est ma propre conviction. Après, je n'ai pas la science infuse, hein, mais c'est moi ce que je crois et ce que je pousse. Voilà, c'est pas une vérité en soi. Je ne le considère pas comme une vérité, en tout cas pour tout le monde. Choisir ses combats, voilà, faut savoir un peu pour se concentrer sur ses objectifs. Bah, c'est la vie hein, d'une entreprise. Il y a des fois, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. On ne peut pas gagner à tous les coups, on ne peut pas tout faire. Franchement, ben voilà, je vous l'ai dit, hein, vous avez votre matrice, vous avez votre objectif, vous avez votre vision, est-ce que vous voulez pousser? Ben, parfois, il y a des projets, ils vont faire un petit peu n'importe quoi. Parfois, il y a des gens, ben, ils vont faire un petit peu des choses qui vous plaisent pas. Est-ce que ça vaut le coup de passer un temps énorme sur un composant ou un truc, voilà, un petit process qui a pas de visibilité? Alors, voilà, de mon côté, moi, c'est non. Il y a des moments où il faut savoir, bah, OK, on laisse et puis on reviendra peut-être plus tard, ou on évangélisera un peu plus, ou on les accompagnera d'une meilleure manière. Mais il faut savoir aussi que des fois, pour être vraiment focus sur la réussite de vos grands objectifs et de vos grands enjeux, il faut savoir aussi lâcher prise, ce qui pour moi a vraiment pas été évident, hein, je l'avoue aussi. Avoir une roadmap claire et évolutive, alors ça, c'est aussi un super moyen de créer une vision commune hein, pour les développeurs, pour les designers. C'est savoir bah, sur quel stream ils veulent travailler en fil rouge, sur quoi ils peuvent aider, ils savent vers où vous allez en termes de services, d'outils, de méthodes, ce que vous voulez faire hein, en termes d'industrialisation. Et puis, ça permet aussi, c'est un super outil de communication au niveau, parce que voilà, ben, les gens savent sur quoi vous bossez, ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez prévu, les timings, les délais, les ressources que vous avez besoin. Voilà, et puis c'est évolutif, hein, une roadmap, c'est comme des archétypes, hein, voilà, il n'y a rien qui se passe comme prévu, il y a des choses qui changent, donc il faut savoir la faire changer, la faire évoluer. Et puis le dernier facteur clé de succès, c'est s'inspirer et remixer. On a une communauté qui est vraiment fabuleuse. Pour peu aussi vous comprenez l'anglais, bah, voilà, on a des ressources énormes. Enfin, la Figma Community, c'est incroyable ce qu'il peut y avoir dessus. Sur Medium, il y a des ressources folles. Sur Twitter, les gens partagent des choses. Je pense qu'il y a tous les métiers ne partagent pas ça. Et faut pas réinventer la roue, quoi. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne. Le one fits all, il n'existe pas, hein, c'est sûr. Mais par contre, il y a des choses que vous pouvez prendre, refaire, défaire. Vous l'avez vu, le Collaboration Toolkit, moi j'ai clairement marqué que c'était inspiré et remixé de Mixpanel. Donc Mixpanel qui est un petit collectif qui fait un travail formidable aussi sur les outils d'un Figma et les librairies. Bah, ça, en fait, euh, moi le problème, c'est que je ne veux pas m'appuyer sur leur propre librairie parce que si un jour ils changent des choses, bah, en fait, ça va m'impacter à moi et j'ai pas envie qu'à chaque mise à jour, je fasse dismiss, dismiss, dismiss tout le temps sur tous les projets. Mais et il y avait des choses aussi que j'avais voulu faire, des couleurs différentes, des choses différentes, enlever des choses qu'ils avaient mis parce que c'était peut-être trop complet. Donc ça aussi, bah, en fait, vous avez votre expérience, vous avez des gens aussi qui vous apportent sur les sujets, des prestataires externes qui ont des méthodologies, des outils. Bah, il faut prendre, faut manger, il faut s'inspirer et il faut remixer et mettre à votre sauce et ça vous permet aussi d'aller plus vite. Et puis vous testez, vous regardez, et puis vous voyez si ça fonctionne ou pas. Et puis pour terminer, voilà, je vous partage un petit peu les prochains défis qu'on se met, parce que voilà, j'ai réussi à couvrir quand même un périmètre assez large, mais je pense que je dois être à peu près à même pas 30% d'initiés de tout ce qu'on peut faire en termes de mise à l'échelle et d'industrialisation. Donc là, on travaille énormément sur l'Atomic Research. Alors ça, c'est un très, très gros sujet. Je fais partie d'un service satisfaction qualité et expérience utilisateur. Alors, les gens ne perçoivent pas l'intérêt dès le départ et ne comprennent pas forcément, mais la satisfaction utilisateur, c'est un pôle qui va justement à l'écoute des gens, qui fait des enquêtes, qui mesure la performance des choses. Donc, tout ça, en fait, on est en train de créer une vraie base qui va nous permettre, ben, déjà, rien que pour la recherche utilisateur, quand on dit, voilà, on veut une personne qui est plutôt sur le marché des pros, qui utilise la tablette, mais qui lui attribue une mauvaise note parce qu'il a une insatisfaction au niveau de cet outil, on est capable de lui sortir toutes les levées d'anonymat et on facilite l'accès à ses collaborateurs pour aller faire de la recherche. Donc, on est capable déjà, dans un premier temps, on a pas mal d'outils qui nous permettent de savoir, on a des enquêtes aussi qui sont menées et qui nous permettent de remonter aussi tout un ensemble d'irritants qu'on collecte à la fois des enquêtes, qu'on collecte du qualitatif avec les gens qui déploient nos produits et qui nous font les remonter avec des communautés d'utilisateurs. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment quelque chose de vraiment à l'échelle avec cette PAC d'Atomic Research. L'autre sujet, c'est les interactive archetypes. Donc ça,
c'est quelque chose que j'ai vu chez Airbnb. En fait, quand on rentrait chez Airbnb, dans le couloir, vous avez les histoires et les archétypes pour lesquels vous concevez en fait en permanence. Nous, on est plutôt digital et l'idée, c'est d'avoir vraiment en fait le panel d'archétypes en fonction de sujets que vous allez traiter. Par exemple, je sais pas, gestion des risques, ben, ça vous remonte tous les archétypes qui vont de près ou de loin toucher à des actions là-dessus. Puis ensuite, vous allez dans le détail et par rapport à ce sujet spécifique, vous avez toutes les peines, vous avez tous les besoins, toutes les attentes qui remontent. Et si ça y est pas, ça sera à vous aussi de travailler. Donc, ça permet aussi déjà d'évaluer le niveau de recherche qu'on pourrait faire et puis de le maintenir à jour et de savoir et de faire prendre conscience à tout le monde à n'importe quel moment pour qui il conçoit et pourquoi, est-ce qu'il répond réellement des vrais besoins. La mesure de la performance, alors que ce soit sur nos produits ou aussi sur ce que nous, on déploie. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Il n'y a pas de transformation sans en mesurer la performance. Ensuite, il y a tout ce qui est Remote Design Team. Alors ça, c'est le prochain défi puisqu'on recrute, hein, comme je vous l'ai dit, et on recrute sur plusieurs sites. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant à voir, même si on a de l'expérience. On le fait déjà avec pas mal d'autres acteurs. Là, ça va être aussi à une autre dimension. Ce sera peut-être l'objet de notre retour d'expérience d'ici quelques mois. On a modifié notre référentiel agile. Chez nous, on a un référentiel qui montre à toutes les équipes comment un produit doit être fait du cadrage au delivery jusqu'au run. Et donc, du coup, on a l'opportunité, et ça, on ne l'a pas, je pense, tout le temps, de pouvoir être intégré dans les réflexions pour refondre, intégrer le design là-dedans. Donc, ça, c'est un des gros chantiers. Le multi-level system library, si vous voyez le framework de Spotify encore, ben, c'est un peu les mêmes problématiques auxquelles on est confronté avec nous, un core design system, ensuite du client, du collaborateur. Dans le collaborateur, on a plusieurs entités, etc. Donc et puis ensuite, dans ces entités, on a des projets. Donc voilà, on est en train de travailler sur ce système-là d'industrialisation, de faire passer un composant d'un étage à un autre super facilement et de favoriser les synergies et de créer des outils, un stack qui soit partagé avec des règles de naming, etc. Donc ça, c'est un gros défi. Puis là, on va passer à l'échelle organisation côté Figma. Et voilà, on a plein de projets avec les développeurs sur les design tokens, sur comment faire merger design et code sur ces, ces éléments. Donc voilà tout. Je crois que je vais respecter du coup le timing. Donc j'en ai terminé avec ma présentation. Je ne sais pas si du coup je prends les questions si tu veux. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. Je suis impressionné. En tout cas, c'était une super présentation. C'est très complet. On a appris beaucoup de choses. Et du coup, oui, on va pouvoir faire remonter les questions. Donc, je vois une première question qui dit quelle est la part de progiciels et d'applications faites maison dans le cas des progiciels s'il y a du low code, le prototypage? Alors, nous, on est quand même informatique banque populaire, donc du coup, on est éditeur de logiciels. Donc, pour l'instant, on a quand même beaucoup de parts de choses qui sont faites maison. Après, le prototypage, donc il y a plusieurs dimensions en fait qu'il va y avoir. La première, c'est le prototypage, typiquement design d'un Figma pour faire de l'itération. Ensuite, ce qu'on essaie de pousser aussi, c'est avec justement ce travail sur les librairies et design system de pouvoir faire du pair design, hein. Donc ça, c'est un projet, un sujet qu'on a sur la table depuis un moment et puis on attend, nous, d'avoir les équipes en interne pour pouvoir le pousser un peu plus loin. L'expérimentation qui est de vraiment mettre en gros, le designer, il travaille dans son outil et puis quand il y a 80% de son travail de conception qui est fait, il va direct avec un développeur et ils produisent du front pour pouvoir prototyper. Et puis ensuite, on a estimé qu'il y avait 80 à 90% du travail qui était fait sur le prototypage interactif qui pouvait être réutilisé ensuite en production. Donc ça, c'est des choses aussi où on va merger. Et effectivement, low code, no code. Alors c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que on a des solutions tierces qui proposent ça un petit peu. Et là, on se confronte à des vraies problématiques, mais je ne vais pas y rentrer en profondeur, mais on a ces vraies problématiques de est-ce qu'on se plie à leurs éditeurs qui finalement sont ultra contraignants et en général sont très peu customisables, mais permettent d'accélérer le time to market. Et donc, il y a vraiment un enjeu de savoir à quel point le design vient interférer dans la capacité à délivrer et à produire rapidement des solutions pour les équipes.
Et ensuite, tout ce qui est, si on parle de prototypage un peu type Webflow, Framer, moi, je teste tout en général en permanence. Je suis souvent, voilà, je passe un petit peu, c'est pas forcément bien, mais mes week-ends, dès que voilà, Framer a sorti leur équivalent de le AutoSige, j'étais en train de tester, etc. J'ai pas encore trouvé de super solution où je me dis c'est vraiment super pour prototyper. C'est vraiment là pour le coup, bah, on privilégie Figma parce que ça permet de faire des trucs un peu à l'échelle et de mettre des démonstrateurs. Si c'est des interactions plutôt Finto, Principal, alors Finto maintenant j'essaie de voir avec eux, mais j'ai plus de réponse. Je pense qu'il est plus maintenu, donc c'est pour ça qu'on privilégie Principal, Framer aussi. Ça, a ses avantages, mais ça permet pas de faire des super interactions ultra poussées parce que voilà, c'est une logique qui est un peu spécifique, une learning curve, mais ça permet de faire autre chose. Donc pour l'instant, on n'est pas super sec là-dessus. On sait que Figma, voilà, ça regroupe pas mal de nos besoins, mais concrètement, on n'a pas encore trouvé l'outil de prototypage. Ce que j'espère faire, c'est vraiment que là, ça soit du code complètement et qu'on trouve des solutions pour arriver super rapidement à produire des protos de code. Voilà. OK. Autre question, combien de designers dans l'organisation interne et externe? Alors, question. Donc, chez BP, pour l'instant, donc il n'y a que moi qui suis en interne, et ensuite on a une vingtaine de designers qui travaillent en permanence sur les projets. Donc ça peut être soit des équipes de 3 à 4 personnes, soit ça peut être des designers qui sont assez seuls. Bon, après, ils sont jamais seuls puisque je suis en général sur tous les sujets. Après, on fait partie d'une entité qui s'appelle BPCE. Donc, si je ne me trompe pas, ils sont à peu près 14 personnes de côté 89C3. Donc, c'est vraiment tous ceux qui s'occupent de l'expérience client finale chez nous, donc les applis, le site web. Donc voilà, eux, ils ont aussi pas mal de personnes. Donc on est déjà sur au moins une trentaine minimum. Et puis ensuite, on a des équipes chez Natixis, TCE, voire chez BPCE Lise. Et donc du coup, ça augmente. Donc voilà, chez nous, c'est une vingtaine. On va monter à 4 personnes, enfin 5 avec moi en interne, mais on va continuer ce mix externe-interne parce que ça nous apporte aussi du recul, ça nous apporte de la flexibilité, ça nous apporte aussi pas mal de choses. Mais voilà, vingtaine chez nous, une quinzaine côté 89C3. Je pense chez ITCE, ils sont à 5 ou 6 et Natixis aussi. Donc, on est sur plus d'une cinquantaine de designers au final dans l'organisation. OK. OK. Ah ben, je vois une question qui me plaît, je la prends là de suite, désolé. C'est est-ce que tu as encore des activités de production? Oui, et encore oui. Alors, produire de bout en bout, c'est faux, dans le sens où c'est encore rare, mais je le fais de prendre un sujet de A à Z. Mais en tout cas, je ne conçois pas de montrer à mes équipes ce qu'ils doivent faire si je ne connais pas les outils, si je ne connais pas les méthodes et si je ne suis pas impliqué sur les sujets. Donc, ça m'arrive en fait quotidiennement d'apporter en fait des solutions. Donc, j'en me dis, tiens, je sais pas, j'arrive pas à faire le carrousel interactif en prototypage. Donc, je viens, je prends le proto, on passe 1 heure dessus, on crée le proto, je le fais, je le délivre. Souvent, dans les design reviews, je prends les maquettes, je reconçois, je refais les trucs, je fais ces choses-là. Donc, je suis moins dans la prod pure, c'est-à-dire que je ne vais pas faire 50, 60 écrans, ça m'arrive, mais je suis plutôt en mode de venir sur des itérations, apporter ma patte, revoir les choses, vraiment monter les prototypes. Je vais aussi, quand c'est dans les phases de recherche, je fais aussi les interviews, je fais de la retranscription sur les fichiers Excel quand il le faut. Bah, moi, je trouve que il faut toujours conserver ce que je disais, aller mettre dans le cambouis. Sinon, après, on est trop décorrélé. Et puis, c'est bien aussi de tester ce qu'on conçoit et ce qu'on déploie. C'est là aussi, on voit que ça fonctionne. C'est bien de venir du terrain, et puis de tester sur le terrain, et puis continuer à l'implémenter là-dessus. OK. À quel moment je dors? Regardez mes yeux. Vous avez la réponse. Non, c'est compliqué. Moi, mon travail, c'est ma passion et ma passion, c'est mon travail. Donc, c'est toujours difficile de trouver des limites. Après, il faut aussi s'appuyer un peu sur des gens. Après, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, ça nécessite aussi des aménagements, ça nécessite des choses dans sa vie pro et sa vie perso. Euh, voilà, moi, j'ai ma famille et ma compagne qui me supportent aussi sur ces choses-là, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut savoir aussi avoir des soupapes de décompression.
Mais c'est vrai que, je l'ai dit, hein, c'est du travail, c'est des heures, on ne les compte pas. Mais bon, après, moi, c'est des choses qui me passionnent, sur lesquelles j'apprends énormément. Et donc, du coup, voilà, je rogne un petit peu sur le temps. J'aurais une question. Les activités de recherche, elles sont Ouais. faites elles sont faites en interne ou c'est des partenaires extérieurs qui assurent cette partie-là? Tout dépend du sujet, en fait. Donc, du coup, en fait, quand on prend un sujet, par exemple un cadrage ou tout type de sujet, on fait beaucoup de recherches parce qu'on a la chance, nous, effectivement, de faire de l'expérience collaborateur. Donc, c'est peut-être plus facile que d'accéder à des clients finaux. Et en plus, on a plus de données et c'est plus qualitatif quand on veut cibler vraiment correctement grâce à tout ce qui nous remonte. Donc après, en fait, ça dépend de quel est le designer. Si c'est un designer interne sur le sujet, c'est lui qui le prend avec moi. Si c'est un designer externe, c'est un designer externe. Donc, on ne le confie pas à un service externe dans le sens où on dit, tiens, la recherche, elle est faite par quelqu'un et puis il nous donne des insights et on les prend. Ça fait vraiment partie de notre process. Après, voilà, on le fait différemment en fonction. C'est déjà arrivé que, par exemple, sur des sujets, il y a déjà eu un cadrage stratégique et business qui avait fait vachement de collecte d'insights parce que voilà, on se recoupe à des moments sur tout ce qui est cadrage stratégique avec des gens qui font de la stratégie, type voilà, Capgemini Invent, BCG, McKinsey, etc. Donc, on est un petit peu là-dessus. Donc, ils font aussi des interviews, remontent des insights. On ne va pas refaire la roue. Parfois, il y a des études ad hoc qui sont demandées aussi avec des UX researchers pour avoir vraiment un point de vue spécifique et puis pour avoir, voilà, sur des enjeux vraiment dimensionnants, on met une équipe en renfort qui fait que ça pour nous apporter des insights à un moment donné. Mais après, ça fait partie de ce qu'on fait et pour moi, c'est indispensable, quoi. Si on ne le fait pas et si on ne le maîtrise pas sur les sujets et si le designer ne participe pas à minima à ces phases-là, c'est extrêmement complexe d'être pertinent. Surtout que nous, on a un environnement complexe, super technique, avec des délais assez courts. Donc voilà, c'est indispensable. Ok, merci beaucoup. Alors, pas trop, je vois, désolé Anne, mais vu que je vois des fois des questions passer, je les prends. Pas Vas-y, trop vas-y. difficile de mener une transformation à distance Covid. Comme je le disais, non, pas vraiment, parce que nos outils nous le permettent. Et puis, c'est partie de la culture d'IBP d'avoir plusieurs sites et d'avoir des équipes qui sont vraiment cross-sites. Donc, avant, on se voyait beaucoup plus, on avait la possibilité de se déplacer, mais on restait quand même déjà là-dedans. Après, j'ai eu de la chance, c'est que du coup, Sophie, ma manager, dès les premiers temps, donc moi, je suis arrivé 1er octobre, donc le Covid, ça a été enfin, le confinement, ça a été le 16, enfin, 2 ou 3 semaines après. Donc, j'ai eu le temps juste de monter à Paris, de rencontrer le CDG, de rencontrer des acteurs clés de faire un peu le tour très très rapide. C'est vrai ça c'est aussi c'était un facteur clé de succès, hein. Elle m'a fait remplir l'agenda, elle m'a mis tout le monde dessus, donc j'ai pu très très vite aller là. Et puis ça a été une bonne base pour après effectivement le faire à distance. Et puis après on a cette culture-là, donc c'est pas compliqué chez nous. On s'est plutôt pas mal adapté. Et je pense après c'est lié à la personnalité des gens hein, qui font que ça fonctionne bien. Ok. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, si tu en as aperçu. Non, j'en ai a priori pas vu d'autres, sauf erreur de ma part. N'hésitez pas. Y a-t-il une priorisation des sujets? Et si oui, comment est-elle faite? Alors oui, il y a une priorisation. Alors elle est faite déjà au niveau business qui définit le plan, et les budgets et les axes stratégiques. Et puis ensuite, nous, c'est en fonction de nos ressources, de nos moyens aussi. Comme je disais au départ, sur notre matrice, on va prioriser ces sujets en fonction de l'intérêt stratégique, en fonction de l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Des sujets aussi, moi j'essaie de garder toujours un temps pour les designers pour qu'ils aient des sujets aussi qu'ils puissent prendre et s'amuser avec et puis tester, comme je disais, tester, échouer, réussir sur des choses. Mais ça, quel est le framework agile de l'entreprise aussi? Alors nous, on a ce qui s'appelle la méthodologie Tempo chez nous, donc c'est une méthodologie qui nous est propre, donc qui est inspirée de l'agile, mais qu'on a vraiment adapté à l'entreprise. Alors ça, je vous avoue, je ne sais absolument pas si j'ai le droit d'en parler ou pas, donc dans le doute, je préfère ne pas trop en dire, mais on a notre propre méthodo et qui est vraiment adaptée. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on n'essaie pas euh,
imposer un truc. Alors, on prend un cadre qui existe déjà, qui a fait ses preuves, qui a été testé, qui a été poké, etc. Mais on essaie de le faire évoluer. Et puis, preuve année, ça fait même pas, ça fait 8 mois que je suis là ou 9 mois. Au bout de 6 mois, j'ai déjà les référents agiles qui sont venus me voir. Ce que tu fais, c'est cool, c'est top. On voit vraiment la valeur. Comment on peut faire évoluer notre méthode agile avec ça? Donc ça aussi, bah, on est presque agile dans notre méthode agile, c'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de choses et d'initiatives. On a aussi le LED chez nous qui est le laboratoire d'expérimentation digitale où voilà, on peut proposer des sujets, ils peuvent nous attribuer un peu de budget et des ressources pour le faire. Et donc, bah, Figma, ça fait partie des sujets du LED. On a des pour l'automatisation des tests. On a plein de choses voilà, comme ça et qui ensuite bah, viennent à la réalimenter aussi quand nos process, nos outils qui sont inscrits dans cette méthodologie-là groupe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aussi à poser vos questions en direct, micro ouvert. C'est sympa aussi de vous entendre. Bonjour, puisqu'on peut plus ouvrir le micro. Miguel, je suis actuellement lead à la Massif. Oui. Et alors, déjà, ce que j'observe quand même, c'est que dans le cadre de la transformation, Maxime, tu as effectivement avoir l'énorme chance d'arriver dans un contexte qui était particulièrement favorable. Parce que ce que tu nous as présenté présente beaucoup de fonctionnements, en fait, beaucoup de méthodes, de mise en place, et on voit, alors, dans mon expérience actuelle, mais dans plein d'autres expériences partout, qu'en fait, les histoires de méthodologie, de fonctionnement, d'intégration des process à l'agilité ou au contexte, quel qu'il soit, des DSI, vont pas de soi. Vont pas de soi. Donc déjà, profites-en, parce que c'est pas tous les jours. Mais enfin, je trouve le travail accompli énorme, surtout en quelques mois. Donc déjà, merci pour l'échange et la présentation. Si tu avais à refaire ça dans un environnement plus compliqué, ou disons moins favorable au design, par quoi tu commencerais? Alors, je vais te répondre. Je vais de deux manières. La première, c'est que je n'aurais pas quitté Frog pour un environnement qui aurait été autre que celui d'IBP. Euh, donc, je sais pas. Voilà, je vais essayer de te répondre, mais déjà, je l'avais dit au début, ça a été un des facteurs. Voilà, comme un manager me l'avait décrit, comme j'ai ressenti cette énergie, ce terrain c'est vrai que je m'étais assuré aussi que ça a été vraiment un facteur. Sinon, franchement, j'en ai fait travailler en tant que consultant dans des grandes boîtes avec beaucoup de projets de transfo et le nombre de fois où on se fait tacler parce qu'en fait, c'était pas le bon décideur, c'était pas le bon support, pas le bon truc et qu'en fait, c'est des efforts alors qui sont mis en l'air de l'argent. Voilà, donc nous, après, quand on est consultant, c'est bien parce qu'on repart. Bon, mais ça fonctionne, ou ils veulent pas l'implémenter, ça ne dépend pas de nous, et puis on va sur notre mission. Mais quand on est en interne, on peut avoir une frustration vraiment énorme. Et après, par quoi je m'y prendrais? Ben, tout ce qu'on a fait en général, parce qu'on a fait pas mal aussi. Moi, je fais beaucoup enfin, à un moment, c'est très orienté sur le consulting de design ops. Euh, et ce qu'on fait, c'est toujours construire des premiers succès. Alors, les premiers succès, comment on arrive à les faire? Bah, c'est du travail, c'est trouver les bons projets, c'est trouver les bons terrains, c'est parfois ben, en fait, travailler à côté de ses missions pour pouvoir les faire. Mais en tout cas, ce qui a toujours fonctionné, c'est la preuve par l'exemple. Donc vraiment, travailler de manière sérieuse, créer des premiers succès, communiquer sur ces succès. Et en général, c'est de là que tout part. C'est là où... Alors après, il y a une des qualités qu'il faut avoir, je pense, c'est la manière de communiquer, de s'adresser aux gens par rapport à ces succès, c'est-à-dire avec des métriques, montrer un intérêt business derrière. Finalement, tout est rapporté au business. Ce qui fait que aussi le design commence à avoir de plus en plus de place et qu'on se rend compte que c'est un avantage concurrentiel, c'est un avantage dans la. Alors on nous dit oui effectivement nos phases de discovery
et de conception, elles sont un peu longues, mais en général, quand on crée et qu'on vise juste avec le bon MVP, après, on déroule très, très vite et puis on évite d'avoir des features qui sont maintenues pour rien, etc. Donc, on apporte toujours une valeur. Et c'est cette valeur qu'il faut arriver à véhiculer et à travers des premiers petits succès. Et ça, en général, les succès, quand c'est bien construit et que ça ne peut pas être démenti, ben, voilà, les gens sont pas bêtes en général. Dès qu'ils perçoivent un intérêt, tac, ils viennent te voir et tu commences à monter sur un sujet, un autre sujet et un autre projet, etc. Mais ça, effectivement, après, dans ces entreprises, souvent, c'est qu'on te fait monter. La première étape, quand elle est passée, on te fait monter, mais on ne t'augmente pas tes moyens. Donc, en général, ben là, c'est à ta volonté à toi, c'est-à-dire ta capacité à prendre de la charge, ta capacité à prendre cette pression-là, à délivrer dans les temps, et jusqu'à ce que tu arrives à la taille critique où perçoit cette valeur et qu'on soit aussi capable de te donner les moyens. Voilà. J'ai bien répondu à ta question? Oui, non, mais il n'y a pas de véritable réponse. Il y a ta réponse, c'est celle-là qui m'intéressait. Donc, merci Voilà. beaucoup. Avec plaisir. Ok, en tout cas, je trouvais ça très clair comme réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Antonio est apparu. Hello, Salut Antonio. Maxime. J'ai une question simple. Est-ce que des fois tu bois quand tu parles? Parce que déjà tu respires pas, mais tu bois? Parce que là, tu nous as fait quand même 1 heure en apnée, quand même. C'était magnifique. Avec un débit assez monstrueux. Et vous avez de la chance parce que normalement, je ne m'arrête jamais. Donc, j'ai respecté les horaires. On a bien fait de te donner 1 heure. En tout cas, c'était vraiment intense. Merci en tout cas. C'était riche. On a eu pas mal de réactions. Est-ce qu'il en reste encore avant qu'on se quitte? Et qu'on te laisse le reste de vie familiale que tu as encore à préserver. On a une petite qui est passée là, c'est ça? En Figma, est-ce que vous utilisez d'autres outils pour répertorier vos insights et métriques? Alors, il y a des choses qu'on utilise, mais voilà, il ne faut pas toujours trop le dire. En fait, en gros, on peut tester des petites solutions. Il faut faire attention aux données que l'on met dedans et ce qu'on en fait. Donc, et le périmètre. Donc, souvent, on teste des petits outils pour voir, mais ensuite, on passe très, très vite à essayer d'implémenter une solution qui est dans les coûts, la sécurité, etc. Donc, on n'utilise pas vraiment. Bon, on a un peu de Notion. Voilà, sur les outils de prototypage, on utilise Framer, Principal. Sur les bases de données, on est quand même. Alors, il y a deux choses. C'est qu'on est quand même beaucoup à l'Excel, qui est quand même voilà, un outil qui reste puissant, pas l'idéal, mais pour poker, ça va assez vite. Et puis ensuite, on essaie d'utiliser les outils un peu de Atlassian, qui sont quand même les outils du groupe et qui nous permettent, par exemple, là, dans la satisfaction, on fait remonter des irritants. Ces irritants, quand on les a priorisés et classés et qui sont suffisamment pertinents pour remonter dans un backlog, en fait, on crée un ticket que l'on attribue en fait à un projet. Et donc, nous, ça nous permet de suivre tous les irritants que nous remontent nos utilisateurs, donc de faire un vrai suivi de la qualité de la satisfaction. Et en même temps, ça remonte directement dans les backlogs des produits qui peuvent répondre, le réutiliser, le prioriser, etc. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas limiter nos outils à uniquement notre utilisation, mais comment on peut aller plus loin, comment on peut aller en synergie, mais on évite quand même voilà, on fait plutôt des petits POC sans trop d'impact. En général, on met quand même la sécurité dedans, qui sont un peu au courant, qui checkent si on ne met pas des données un peu sensibles ou des choses comme ça. Et puis, une fois que là, on a commencé à valider la solution, on essaie très vite de le passer dans un monde industriel de notre stack. Est-ce qu'il y a encore des populations difficiles à embarquer chez IBP? Alors, j'ai de la chance. Non. Donc ça fait partie. Alors, oui, non. C'est-à-dire qu'à embarquer sur vraiment tout le process, qui comprenne tout notre intérêt, toute notre valeur de bout en bout, oui, il y a encore des gens à embarquer. Il y a des gens qui aimeraient qu'on fasse juste un petit peu d'amélioration et de look and feel. Mais globalement, on a déjà toute une entreprise qui a mis le design dans ses priorités. Donc, moi, j'ai plus eu des problématiques à une surdemande
d'intervention qu'autre chose. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu l'environnement idéal. Donc après, par contre, il y a un vrai travail pour faire comprendre ce que c'est, pour comprendre notre valeur, pour comprendre nos méthodos et pour qu'ils comprennent qu'ils nous fassent intervenir au bon moment et avec les bonnes personnes et dans les bons rituels. Ça, c'est plus difficile, mais très honnêtement, vu qu'on accompagne beaucoup de projets, ça va super vite. Les gens sont très demandeurs chez nous. C'est plutôt, OK, ben, on a conscience qu'il faut mettre du design, mais ils ne te disent pas comment le faire. Ils te disent qu'est-ce que tu ferais. Et c'est là aussi où des fois, il faut se dire, tant pis, ils ont peu de temps. Je vais quand même me mettre un petit peu en rush sur ce sujet parce que ils me laissent carte libre. Et puis, du coup, c'est des choses aussi qu'on récupère. On en fait un use case. Le use case, on le diffuse. Et puis, on en parle à d'autres projets. Et puis, eux, ils sont contents, ils en parlent à d'autres projets. Et puis, des projets qui ont un peu plus de temps, un peu plus de budget. Et donc, du coup, voilà, c'est ce travail-là. Donc, c'est ça qui est peut-être le plus dur. Mais après, les embarquer, généralement, on a des gens qui sont super ouverts, qui sont aussi en transformation permanente, donc qui arrivent très, très facilement à nous accueillir et à nous intégrer sur les projets. Parfait. Alors, je ne sais pas si c'est combien à tout le monde. On va rester sur ces beaux mots de la fin et te remercier. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité à participer. C'était un plaisir. Fred, Renaud, est-ce que vous avez un petit message? Merci encore à Maxime. C'était vraiment très, très, très intéressant, très complet, voilà, très dense, effectivement, d'informations. Et puis ce point de vue d'un design très intégré aussi était intéressant parce que c'était vraiment pas ça se démarquait des autres approches qu'on avait pu accueillir jusqu'à présent. Donc c'était très bien, c'était un contrepoint utile et intéressant, je pense. Voilà. Et puis sinon, je pense qu'on va essayer de mettre en ligne. Je ne vais pas m'engager sur un délai, mais on va essayer de mettre en ligne cette conférence assez vite parce que je pense qu'il y aura des gens qui seront intéressés à la revoir ou à la voir. Voilà. On se met à niveau là-dessus. C'est vrai qu'on a un petit peu de retard. Certaines confs. On a un petit peu de retard. Je vois qu'Emmanuel était dans la salle. On ne l'a pas oublié. Voilà. Gaëtan aussi. Ouais. Mais voilà, bientôt, vous aurez de quoi occuper vos soirées avec quelques bonnes confs. On vous annonce cette fois pas de prochaine conf. On en a pour l'instant pas officialisé ou on peut pas s'engager, mais on essaie quand même d'en organiser une petite dernière avant les départs en vacances, pour vous retrouver après sur un grand événement qu'on voit avec on garde la surprise, mais c'est derrière Fred en fait. Mais... Voilà. Mais notez déjà le 28 septembre dans vos tablettes si vous voulez bien. Voilà, ça va être, je pense, assez riche aussi. Merci à tous. Merci encore Maxime. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Et la vidéo sera sur la chaîne YouTube du chapitre dès qu'on aura pris le temps de la mettre en ligne. Voilà. Le facteur humain va jouer là-dedans. Merci. À bientôt. Merci beaucoup Maxime. On a beaucoup apprécié ton enthousiasme aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Super, merci à vous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.